Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Gilles Siméoni. Pas besoin de vous présenter puisque ça a déjà été fait. Le premier thème de cette table ronde, c'est l'autonomie, un tremplin vers le développement économique. Alors si vous regardez les programmes, il n'y a pas forcément un point d'interrogation. Et s'il n'y avait pas de point d'interrogation, il n'y aurait pas besoin d'échanger sur le sujet, donc on va le mettre. Donc c'est l'autonomie, un tremplin vers le développement économique, point d'interrogation. Alors, depuis le mois de mars 2022, Gilles Siméoni, vous avez pris la tête d'une délégation d'élus insulaires qui discute avec les gouvernements successifs pour l'octroi d'un statut d'autonomie qui se traduirait notamment par l'octroi d'un pouvoir législatif à l'Assemblée de Corse dans un certain nombre de domaines qui restent à définir à ce stade. Une question qui pourrait appeler une réponse très longue, mais je vous demanderai peut-être d'évoquer à grands traits, c'est de votre point de vue, du point de vue économique, qu'est-ce qu'on peut attendre finalement, quelles opportunités la Corse peut attendre d'un tel statut s'il venait à lui être effectivement octroyé? Donc pour être très bref, comme vous me l'avez demandé, pas trop non plus, l'autonomie, un tremplin vers le développement économique, point d'exclamation. Bon, ceci étant, très sérieusement, d'abord, on a beaucoup entendu ce discours, y compris de celles et ceux qui sont sceptiques, voire qui sont opposés à un statut d'autonomie, autour du thème. L'autonomie, c'est une question institutionnelle, elle ne remplit pas les réfrigérateurs. Ce qui est important pour les Corses, c'est le quotidien, c'est qu'est-ce que logement, travail, qualité de vie, accès aux services essentiels, etc. Ce à quoi nous répondons, je vais commencer à le dire tout à l'heure, mais je vais développer, c'est que les institutions ne sont jamais une fin en soi. Les institutions et les pouvoirs qu'elles ont, c'est un outil pour permettre à une société, à un peuple, à une collectivité, eh bien, de faire les meilleurs choix et notamment d'avoir le pouvoir de faire le choix. Donc j'ai envie de vous dire, ça a été démontré scientifiquement, je l'ai dit tout à l'heure, à travers 53 doctorats, essais scientifiques, études ponctuelles, corrélation entre autonomie et développement économique et social. Mais au-delà de la démonstration scientifique, et je termine ma réponse, à chaque fois que nous voulons faire un pas dans des domaines essentiels pour la Corse et pour les Corses, y compris au quotidien, nous sommes bloqués parce que nous n'avons pas la capacité normative de décider. Moi, je vais prendre un exemple. Hier, j'étais au GIRTEC, donc le groupement de reconstitution des titres de propriété en Corse. Vous connaissez la question du désordre foncier. Nous avons un problème de financement pour le GIRTEC, comme nous avons un problème de financement pour l'office foncier, comme nous avons un problème de financement pour les communes et intercommunalités. Question budgétaire. Aujourd'hui, on a une manne potentielle énorme, celle qui est générée par les logiques spéculatives en Corse. Nous n'avons pas la possibilité de définir un texte fiscal qui vienne instituer une ressource fiscale pour la collectivité de Corse et les communes, y compris en la fléchant dans un domaine essentiel, l'acquisition de foncier, la construction de logements, le soutien aux communes pour financer les grandes infrastructures. Si nous étions autonomes, nous pourrions le faire. Et on pourrait décliner les exemples dans tous les secteurs. Juste pour pousser un peu sur ce terrain, la question, ça c'est très lié à la question du statut fiscal qui en conditionne beaucoup d'autres. C'est pas vraiment une question qui est dans le périmètre de la discussion aujourd'hui. Oui, elle est, à mon avis, elle est et elle doit être impérativement dans le périmètre de la discussion. Elle n'a pas été abordée jusqu'à aujourd'hui comme nous aurions souhaité que cela fût le cas. Mais cela ne veut pas dire que cette question qui est centrale n'a pas vocation à être intégrée dans le périmètre de la discussion. Nous pensons au contraire que si cette question n'était pas intégrée dans le périmètre de la discussion ne pourrait pas réussir. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir d'autonomie au plan politique et institutionnel s'il n'y a pas d'autonomie au plan fiscal. Il y a beaucoup d'entrepreneurs dans l'assistance. Ils seront amenés à s'exprimer dans le cadre des différents ateliers que vous avez organisés. Je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi toutes les îles de Méditerranée sont autonomes, au moins? D'abord parce qu'il y a des éléments géographiques, culturels, historiques, mais il y a également le constat économique et social des contraintes spécifiques générées par l'insularité. Si vous avez d'un côté des contraintes spécifiques, objectivées, et que vous n'avez pas les mécanismes spécifiques qui permettent de corriger ces contraintes, si vous n'avez pas demain un statut fiscal et social à la main
de la collectivité autonome de Corse, respectant bien sûr les grands principes du droit français et européen. Mais si vous n'avez pas la possibilité de soutenir celles et ceux qui ont besoin de l'être, si vous n'avez pas la possibilité de corriger les surcoûts induits, par exemple, par la situation dans le domaine des transports extérieurs, y compris le domaine maritime. Si vous n'avez pas la possibilité d'accompagner vos exportations, y compris en allant plus loin, si vous n'avez pas des institutions, et je salue celles qui sont représentées ici, j'ai dit tout à l'heure le secteur privé ou le secteur public, par exemple j'ai vu la directrice de la Banque des Territoires et son équipe, ce sont des institutions qui ont une action qui est à mon avis extrêmement vertueuse, mais avec une logique d'autonomie. Vous pouvez également avoir des instruments à la main de la collectivité de Corse, avec des ressources propres, et qui vont venir agréger, synthétiser, faire converger l'ensemble des dispositifs. Alors, est-ce que de ce point de vue, il n'y a pas finalement un paradoxe, parce que c'est un reproche qui a été fait au processus, sinon à vous en particulier. Ce processus n'a pas à proprement parler de volet social et économique, à la différence des précédents qui avaient débouché sur, au-delà des strictes questions politiques, sur des mécanismes de rattrapage. On pense au PEI qui a accompagné le processus de Matignon. Or là, dans ce processus de Beauvau, autour de la table, il n'y a que des élus. Est-ce que finalement, il n'y a pas on rate pas une occasion d'un point de vue économique? Alors, je vous rappelle que nous n'avons pas été seuls à décider. Depuis le début, nous avons insisté pour que, au-delà de la représentation élue de la Corse, ce qui est quand même une condition nécessaire, mais indispensable, même si non suffisante. Je veux dire, dans une démocratie, c'est le suffrage universel qui permet de désigner les représentants du peuple. Donc la représentation élue de la Corse, dans sa diversité, a vocation, bien sûr, à être en première ligne dans les discussions. Ce qui ne veut pas dire qu'elle doit être seule dans les discussions. Nous avons déjà associé l'ensemble des acteurs économiques et sociaux. Nous aurions souhaité qu'ils le fussent de façon beaucoup plus approfondie. Mais je fais remarquer aussi que nous avons eu beaucoup de mal à amener le processus au terme de la première phase. Nous n'en sommes aujourd'hui qu'à un projet d'écriture constitutionnelle qui a vocation, s'il est validé par la représentation nationale, et le Conseil d'État doit donner un avis consultatif dans les jours à venir, avant que le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, ne soient saisis. Si nous passons cette deuxième étape, nous aurons un cadre constitutionnel qui viendra acter le principe d'autonomie. Ce cadre, il nous appartiendra de le remplir ensemble, notamment à travers les lois organiques. Et cette loi organique, selon nous, elle a vocation, bien sûr, après avoir associé de façon étroite l'ensemble des forces économiques et sociales, à dire ce que va être véritablement le contenu du statut d'autonomie. Mais il ne peut pas y avoir de deuxième et de troisième pas si on ne réussit pas à accomplir le premier. On a fait la moitié du chemin dans des circonstances difficiles et malgré des vents contraires. Il y a un contexte national, européen, international que vous connaissez. Il faut maintenant convaincre 3/5 de la représentation nationale française de la nécessité de réviser la Constitution et de faire droit à une demande qui a été largement légitimée par les urnes et également par le combat historique qui a été porté. Si on réussit à franchir cette étape-là, nous aurons ensuite à construire les lois organiques, notamment dans le domaine économique et social. On a quand même posé des jalons, je le rappelle et je termine. Pour nous, l'autonomie ne peut être que synonyme d'abord de respect du droit constitutionnel français, il faut le dire. L'autonomie, ce n'est pas un processus aventuriste, c'est un processus qui existe ailleurs. C'est une forme d'appartenance à la République, c'est pas l'indépendance. C'est le contrôle du juge a posteriori, et notamment le contrôle du juge constitutionnel, donc le respect de tous les principes fondamentaux du droit français et du droit européen. Et pour nous, l'autonomie ne peut être conçue qu'en termes de progrès. Deux exemples qu'on a travaillé avec les organisations syndicales, les organisations patronales, le CESEC. Nous, on souhaite des mécanismes de mieux-disant, notamment dans le domaine environnemental ou dans le domaine social. Autrement dit, si demain nous avons la compétence en termes urbanistiques, et nous la souhaitons, nous considérons que cette compétence ne pourra s'exercer que dans le strict respect d'un certain nombre de principes fondamentaux, par exemple ceux qui ont été posés en termes de protection par la loi littorale. Même chose dans les clauses de mieux-disance sociale. Il est hors de question demain, si nous avons une compétence dans le domaine social, que nous détricotions les acquis du Code du travail, et donc le droit social sera également un droit social du mieux-disant. Pour revenir plus précisément à l'économie, dans le cadre des discussions qui ont déjà eu lieu et dans celles qui se dessinent, si on doit s'atteler à la rédaction de la loi organique,
il y a un problème que vous avez vous-même pointé, vous, ainsi que d'autres élus, de tous bords d'ailleurs, c'est les difficultés que vous avez eu à avoir accès aux données macroéconomiques concernant les flux financiers. C'est-à-dire, grosso modo, qu'est-ce qu'on lève comme impôt en France, qu'est-ce qu'on reçoit en Corse, pardon, qu'est-ce qu'on reçoit comme dotation. C'est des données que, manifestement, du côté du gouvernement, on est réticent à mettre dans le débat public, en tout cas dans la situation actuelle. Est-ce que c'est pas, je dirais, se priver d'un instrument d'analyse qui est quand même fondamental, en particulier au stade où on en est maintenant? La réponse est dans la question que vous avez posée. Je veux dire, il ne peut pas y avoir de co-construction d'un statut d'autonomie sans avoir un constat partagé de la situation actuelle, notamment de la réalité des flux entre ce que l'État donne en Corse et ce qu'il perçoit. Nous avons besoin d'une analyse qui soit contradictoire et qui soit partagée, et c'est la première demande que nous avons faite. Moi, Pourquoi on ne vous répond pas? Je rappelle, j'ai fait cette demande à plusieurs reprises par écrit. Nous l'avons faite lors de la première, et je l'ai faite aussi, il faut le dire, au nom de l'ensemble de la représentation élue de la Corse. J'avais été mandaté à cette fin. Pas seulement les élus de l'Assemblée de Corse. L'ensemble des élus de l'Assemblée de Corse, toutes tendances confondues, mais également les parlementaires et les représentants des deux associations de maires. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une demande plus forte et plus claire en termes de légitimité. Ça a été formulé de façon orale lors de la première rencontre du processus dit de Beauvau au ministre Darmanin, qui le conduisait, et à l'ensemble des membres du gouvernement et de la haute administration qui étaient là. Nous étions en mai 2022. Le ministre m'a répondu, vous aurez, premièrement, cette demande est légitime. Deuxièmement, nous ne pouvons pas construire ensemble le statut d'autonomie et notamment le nouveau pacte budgétaire, économique, fiscal et financier que vous demandez si nous n'avons pas ces données. Troisièmement, je m'engage à ce que ces données vous soient fournies en septembre 2022. Nous sommes aujourd'hui en juin 2025. Nous n'avons toujours rien. Donc, vous ne savez pas pourquoi? Je ne suis pas certain de savoir pourquoi. Je peux m'amuser, comme nous tous, à quelques hypothèses. Notre collègue de l'opposition nationaliste, Paul-Félix Bénédette, a une analyse. Il a dit dans votre journal, il a dit s'il ne donne pas les chiffres, c'est qu'ils sont bons. On peut le penser. On peut penser que si on ne donne pas les chiffres, ben c'est que finalement, la Corse n'est pas, autant qu'on l'a dit longtemps, coûteuse et accrochée et dépendante. Ça a été reconnu par le ministre en septembre. Il ne nous a pas donné les chiffres, mais il a dit, par contre, ce que je peux vous dire, je vais vous donner les chiffres très vite, mais il a dit, ce que je peux vous dire, c'est que ce qui nous remonte montre que la Corse est plutôt bon élève, notamment dans tous les domaines où il y a des aides, et notamment des aides sociales. On n'est pas dans des phénomènes d'excès ni d'abus. Donc c'est important parce que, y compris nous-mêmes, il me semble que souvent on est prisonnier en se disant on exagère. Peut-être qu'on exagère, mais il faut savoir, c'est le ministre qui l'a dit, qu'on exagère plutôt moins que la moyenne nationale française. Ceci étant, on ne peut pas être sûr que c'est ça. Moi je pense que ce qui est vrai aussi, c'est que Bercy est un État dans l'État. Et qu'il nous a souvent été dit, y compris par Gérald Darmanin, que c'était le ministère des Finances qui bloquait. Je pense qu'il y a également, et je le dis très directement, il y a des gens dans le gouvernement, sans doute la totalité du gouvernement actuel, qui sont convaincus, et ils l'ont dit, et ils auront l'occasion de le démontrer, qu'il faut aller vers un statut d'autonomie, et je pense qu'il y a des gens au sein de l'État, et sans doute au sein de ce qu'il est convenu d'appeler l'État profond, qui non seulement ne veulent pas de l'autonomie, mais font et feront tout pour qu'elle n'arrive pas. Tout simplement parce que ce concept, qui est banal partout en Europe, est en rupture totale avec la vision autour de laquelle s'est structuré l'État pendant des décennies, voire des siècles. Et donc, je crois qu'il y a aussi de ça. Mais je dis aussi, l'inquiétude, elle est légitime de la part des Corses. Moi, je ne vais pas, en tant que président du Conseil exécutif, responsable des institutions de la Corse, nous n'allons pas avec le Conseil exécutif et nous ne voulons pas entraîner les Corses dans une aventure. Quand les Corses nous disent, dans la rue, dans des discussions, y compris informelles, mais si on a l'autonomie, comment on va faire pour la sécurité sociale? Si on a l'autonomie, comment on va faire pour les dépenses de santé? Si on a l'autonomie, comment on va faire pour aller vers, Julien Paoli vous en parlera tout à l'heure, vers l'autonomie énergétique que nous avons actée dans notre programmation pluriannuelle de l'énergie? Il faut donner aux Corses ces réponses, et je dirais que ça conditionne, à mon avis, la réussite du processus. Parce que n'oublions pas qu'in fine,
Si la représentation nationale vote la révision constitutionnelle, si les lois organiques sont rédigées, c'est les Corses, ce sont les Corses qui auront à se prononcer par une consultation populaire. Et pour que les Corses disent oui, comme je le souhaite et comme nous sommes nombreux à le souhaiter, il faut qu'on leur ait donné également tous les éléments d'information, y compris sur la façon dont cela va fonctionner d'un point de vue économique, social et budgétaire. Donc nous avons besoin de ces éléments, et pas plus tard que tout à l'heure, nous allons demander tous ensemble, à la fin de cette journée, qu'il soit fait droit solennellement à cette demande. Si le processus devait ne pas aboutir, ou s'il devait tarder à aboutir, il reste quand même des compétences qui sont aux mains de la collectivité de Corse en matière strictement économique. D'abord, il y a les statuts successifs qui l'ont doté d'outils dérogatoires, la DEC, d'une part, puis la loi NOTRe de 2015 aussi a fait des régions, je dirais, les acteurs principaux des politiques de développement économique à travers le fameux SR, DEI, etc., etc. Donc vous avez quand même des outils en main. Est-ce que ces outils, c'est peut-être la dernière question, est-ce que ces outils aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut faire plus, est-ce qu'ils sont utilisés pleinement? Il y a l'ancien directeur de la DEC qui est au premier rang. Président, pardon, c'est le président de la DEC qui est au premier rang. Et le nouveau également. Il faut répondre à ces questions. D'abord, est-ce que le statut actuel est utilisé pleinement? À l'évidence, nous pourrions et nous devons faire mieux. Un responsable politique ne peut jamais être satisfait en se disant « tout ce que je fais est parfait ». Donc oui, il y a des insuffisances, il y a des carences, il y a eu des rendez-vous manqués. Par contre, il y a un discours qui est également dominant ici, peut-être pas dominant ici, mais à Paris, c'est de dire les Corses demandent de l'autonomie, mais ils ne sont pas capables d'exercer les compétences actuelles du statut. Donc avant de demander l'autonomie, commencez par exercer pleinement ce qui vous est d'ores et déjà accordé. Ce discours ne résiste pas à l'examen. Les compétences que nous avons sont utilisées pleinement. À l'appui de cette affirmation, on cite souvent l'exemple des déchets, en disant qu'ils ne sont pas capables de gérer les déchets. Sauf que le problème des déchets, il est complexe partout, a fortiori dans un système insulaire, contraint, a fortiori dans un système où le tourisme a une importance marquée, où la saisonnalité vient rendre l'équation plus complexe, a fortiori dans un territoire insulaire marqué par de fortes, au-delà de la saisonnalité, de fortes disparités territoriales. Et je rappelle que les collectivités qui sont en première ligne dans l'exercice de la compétence déchets, ce n'est pas la collectivité de Corse. Ceux qui sont en première ligne sont les intercommunalités. Et je ne jette pas la pierre aux intercommunalités. La réalité de notre organisation institutionnelle actuelle, c'est que dans le domaine des déchets comme dans le domaine de la GEMAPI, par exemple, les intercommunalités n'ont pas les moyens budgétaires et humains d'exercer la compétence déchets telle qu'elle est prévue par les textes. Donc, oui, nous devons faire mieux, certainement. Deuxièmement, nous avons fait beaucoup, et j'aimerais avoir le temps de le démontrer, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Troisièmement, toutes les régions de France considèrent que les compétences qui sont dévolues actuellement aux régions sont insuffisantes. Et des demandes qui, y compris dans le débat insulaire, apparaissent comme portées par les seuls nationalistes, sont aujourd'hui portées de façon tout à fait apaisée par les régions de France en termes de revendication de compétences. Je prends deux exemples. Transfert de l'ARS aux régions. Quand on nous dit on veut exercer une part de la compétence santé, dans une logique de proximité, on nous dit mais comment vous allez faire pour financer? C'est vrai qu'on connaît les difficultés de la santé publique. Mais les régions demandent aujourd'hui que les ARS soient régionalisées. Premier exemple. Deuxièmement, dans le domaine de l'emploi, les régions, de droit commun, demandent que la compétence emploi soit transférée. Troisièmement, et je termine, je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on doit prendre une décision qui nous permet de rompre avec des logiques funestes ou ruineuses, nous n'avons pas la compétence juridique pour le faire. Je prends un exemple marginal, mais qui montre que quand on a voulu mettre en place une taxe sur les camping-cars pour financer l'assainissement, eh bien, ça a été retoqué en disant vous n'avez pas la compétence pour le faire. Et je rappelle que sur 50 demandes ou 60 demandes d'adaptation portées par l'Assemblée de Corse, vous savez que le statut particulier nous permet aujourd'hui de demander une adaptation législative ou réglementaire. Sur 60 demandes... Qui est ensuite, je dirais, validée par le Parlement. Et validée par le Parlement. Et on essaie de nous convaincre que plutôt qu'une autonomie, il faut aller vers un système pareil. Sauf que l'expérience démontre que ça ne marche nulle part. Ni dans les régions et départements d'outre-mer qui ont cette compétence depuis longtemps,
et qui, eux, ont pourtant la compétence de changer eux-mêmes, ça ne marche pas. Et chez nous, 60 demandes, 57 refus ou non-réponse, et beaucoup plus de non-réponse que de refus. Donc, ayons le pouvoir de faire sous le contrôle du juge, et puis on prendra nos responsabilités. Je rappelle, ça parlera aux chefs d'entreprise qui sont ici, que l'autonomie, c'est aussi une éthique de responsabilité. On a, nous aussi, nationalistes, développé pendant des décennies un discours fondé de critique de l'État. Si c'est nous qui, demain, sommes en situation de responsabilité, si ça ne marche pas, on n'aura qu'à s'en prendre à nous-mêmes. Alors, on me dit qu'il reste le temps pour vous poser une dernière question. Je vais vous poser une vraie question de journaliste, facile à poser et qui a à peine une réponse compliquée. Est-ce que la perspective de l'autonomie, quel que soit, je dirais, le dimensionnement qu'on lui donne, est-ce qu'elle n'impose pas aussi, finalement, de questionner le modèle économique sur lequel fonctionne l'île, qui est un modèle qui est dépendant de l'extérieur par essence, en termes de faiblesse de la production locale, en fait, de la dépendance aux éléments extérieurs, la saisonnalité, le tourisme, etc., etc. Est-ce que on peut faire l'économie de cette discussion, de cette réflexion qui, pour le coup, n'est pas ni juridique ni politique? On ne peut pas en faire l'économie, il faut absolument l'avoir. Je termine. On nous dit souvent, vous n'avez pas fait suffisamment. Moi, je pose la question à l'Assemblée qui est ici. Qu'est-ce qui se serait passé si depuis 10 ans, nous ne nous étions pas battus pied à pied, par exemple, dans le domaine du transport maritime, où la Commission européenne, activée par, vous le savez, des opérateurs économiques, applique à la Corse une règle avec une sévérité qu'elle n'a nulle part ailleurs. On n'aurait plus de service public maritime. Où serions-nous aujourd'hui si nous n'avions pas défendu les 4 aéroports de Corse que la Cour des comptes voulait supprimer au moins pour l'aéroport de Calvi, en démontrant leur pertinence et leur efficacité? Où serions-nous aujourd'hui si nous n'avions pas fait triompher notre vision au moment où un préfet venait dire que le service public aérien n'avait aucune raison d'être et qu'il fallait le limiter l'hiver? Où serions-nous? Où serait Air Corse? Où seraient les milliers d'emplois et les dizaines de milliers d'emplois directs et indirects générés dans tous ces domaines? Où serions-nous si, malgré l'absence de moyens, nous n'avions pas consacré 20 millions d'euros par an au logement, y compris en aide directe, où on a sorti plus de 1200 logements à 80% financés par la collectivité de Corse dans les communes de l'intérieur, etc., etc., etc. Donc oui, bien sûr, il faut changer le modèle. Moi, je vous l'ai dit, notre vision, elle n'est pas une vision, elle est à la fois une vision réformiste par certains aspects et révolutionnaire par d'autres. Réformiste parce que, oui, nous nous inscrivons dans une logique démocratique. Nous, on l'a dit, vous le savez, nous pensons que la violence, notamment la violence clandestine, est une violence qui a répondu à la violence initiale de l'État, que la violence clandestine a eu une légitimité, mais nous considérons aussi que cette page de l'histoire de la Corse doit être tournée et qu'il ne peut pas y avoir d'autre chemin que celui de la démocratie. Parce que la façon dont on se bat dans une société préfigure la société dans laquelle nous et nos enfants allons vivre demain. Donc nous sommes réformistes en ce que nous considérons que c'est par l'action politique, notamment économique, sociale, culturelle, patiente, qu'on transforme une société. Mais nous sommes aussi dans une logique de rupture, y compris avec certains travers du modèle économique et social actuel. Nous considérons que la dérégulation ne peut pas être la règle en Corse, dans les transports, dans la gestion des ressources naturelles. Nous nous sommes battus, par exemple, pour mettre en place une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, pour la gestion des eaux de Rite. Une logique économique, d'entreprise, mais également une logique sociale et sociétale, avec la participation des salariés, avec des retombées pour le territoire, etc., etc. Mais in fine, on ne va pas être le dernier pays de l'Est. Ce n'est pas la collectivité de Corse qui va penser ni réussir le développement économique de la Corse. Donc, nous devons, à mon avis, défendre l'intérêt général, le faire primer en toutes circonstances et créer les conditions pour que les acteurs économiques, sociaux, culturels inventent la société de progrès et de démocratie que nous voulons. On ne pourra pas être autonome si on ne crée pas de la richesse. Et on ne pourra pas être dans une société où on vit bien si on n'organise pas la solidarité. Merci beaucoup, Gilles Simeoni. Merci.